Dette publique ivoirienne. Le FMI projette un taux stable à 57% jusqu'en 2026. La dette publique ivoirienne reste sous contrôle avec un taux projeté à 57% du PIB sur 2024-2026 selon le rapport 2024 de la BAD. Et donc ici, l'article que nous vous lisons, c'est un article de la BAD. Vous savez que la BAD, c'est la Banque africaine de développement. Contrairement à ce que les opposants veulent vous faire croire et qu'on a méthodiquement déjà démonté, il est toujours important de suivre les informations pour voir les changements qui peuvent intervenir. Et donc la BAD, dans son dernier rapport qu'elle a eu à faire sur la Côte d'Ivoire, la BAD nous dit que la dette publique ivoirienne est sous contrôle et est très stable. Et que de 2024 jusqu'en 2026, cette dette-là restera sous contrôle et cette dette restera stable et est projetée à 57% du PIB. On a déjà expliqué tout ça ici. Le PIB, c'est l'ensemble des richesses qu'un pays produit en une année. Et donc, la dette qu'on prendra par rapport à la richesse qu'on va créer chaque année, ça veut dire l'ensemble des richesses qu'on a créées et l'ensemble des crédits qu'on prend, ça ne va pas dépasser 57% de toute la richesse qu'on crée. Donc, ça veut dire qu'on a encore 43% de notre richesse, de notre PIB en main. La dette publique ivoirienne s'inscrit dans une trajectoire maîtrisée. Ce n'est pas moi qui le dis. Maintenant, ceux qui s'estiment être des économistes du dimanche ou des économistes égarés, c'est la BAD qui le dit et c'est confirmé par le FMI. Et donc, si vous avez des arguments, c'est plutôt de vous attaquer à ces institutions-là pour dire qu'elles ont fait du faux ou bien qu'elles ont été payées. En tout cas, vous pouvez donner n'importe quel argument. Mais la réalité, c'est ce qui est là et il faut qu'on puisse la dire aux Ivoiriens. Le rapport de la BAD confirme encore une fois de plus que la dette publique ivoirienne s'inscrit dans une trajectoire maîtrisée. Ça veut dire que les crédits que les autorités prennent pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, c'est quelque chose qui n'est pas dans les exagérations et c'est quelque chose qui n'est pas dans le mauvais sens. Le rapport 2024 de la Banque africaine de développement souligne que les autorités ivoiriennes mettent en œuvre une stratégie prudente de gestion de la dette publique, tout en renforçant les institutions en vue de préserver la stabilité macroéconomique. Ils disent que quand eux, ils ont fait leur enquête sur la stratégie du gouvernement de la Côte d'Ivoire sous le président Alassane Ouattara, ils ont vu quelque chose, c'est que les autorités sont très prudentes dans la gestion des dettes. On va appeler ça crédit ici pour qu'on se comprenne. Et les autorités sont très prudentes là-dedans. Mais non seulement elles observent cette prudence-là, mais les autorités encore renforcent les institutions afin de pouvoir préserver l'ensemble même de la vie économique dans son aspect global, dans tous les aspects. C'est ce qu'on appelle la macroéconomie. Et l'économie sous sa forme la plus vaste. La Côte d'Ivoire maintient son taux d'endettement sous la norme communautaire de l'UEMOA fixée à 70% du PIB. Le rapport vient nous dire que contrairement à ce que les gens disent que la Côte d'Ivoire, eux s'inquiètent pour la Côte d'Ivoire, la Banque mondiale nous dit que quand tu prends crédit là, ce qui est la norme, ça veut dire ce qui est normé, ce qui est trouvé comme normal, tu ne dois pas dépasser 70% du PIB. Ça, c'est la norme de l'Union économique monétaire ouest-africaine qu'on appelle UEMOA. Or, selon le FMI, le taux d'endettement devrait s'établir en moyenne à 57% du PIB sur la période 2024-2026, note le rapport de la BAD.
Cette performance résulte d'une gestion proactive de portefeuille de la dette. C'est-à-dire, 70%, c'est la norme. C'est ce qui est acceptable. Or, il se trouve que la Côte d'Ivoire a 57%. Ça veut dire qu'on est largement en dessous même des 70%. Et ça va continuer jusqu'en 2026. Et c'est le FMI et la BAD qui confirment ces chiffres. Cette performance résulte d'une gestion proactive du portefeuille de la dette. Mais pour arriver à un tel résultat, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas que les autorités ont dormi. C'est parce qu'elles ont été proactives. Être proactif, ça veut dire tu regardes les situations et puis tu appliques des solutions. Tu n'attends pas que les problèmes viennent, mais tu anticipes. Tu prends des solutions pour faire face aux différents problèmes. Et c'est ce que les autorités de la Côte d'Ivoire ont fait depuis 2011 pour essayer de totalement maîtriser la dette et essayer de conduire les dettes de la Côte d'Ivoire dans le bon sens. Donc tous ceux qui viennent essayer de crier comme si c'est eux qui aimaient les Ivoiriens qui s'inquiétaient, demandez-leur d'abord, à leur époque, la Côte d'Ivoire était dans quel état? La Côte d'Ivoire était classée pays pauvre, très endetté. Et ça, c'est le PDCI et le FPI qui ont conduit la Côte d'Ivoire. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le programme PPTE, ça a commencé vers la fin du régime de Bédié. Et Laurent Gbagbo est venu empirer la situation. Demandez à Laurent Gbagbo les 6 000 milliards qu'il a eu à prendre là. Il a fait quoi avec? C'est important. Demandez à Bédié qu'est-ce qu'il a fait avec les plus de milliards. C'est important. Mais lorsqu'ils ont hérité du pays, est-ce que le pays était PPTE? Pays pauvre très endetté. Et nous sommes en train de vous parler, dans un pays pauvre très endetté, c'est un pays qui est dépassé par le taux de la dette et qui est incapable de payer ses dettes. Mes chers Ivoiriens, est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est considérée comme un pays pauvre très endetté? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a manqué un paiement de sa dette? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a demandé une dette qu'elle n'a pas pu obtenir? Non. Pourquoi? Parce que tous ceux qui donnent ont confiance en la Côte d'Ivoire. Maintenant, demandez à ceux qui s'inquiètent pourquoi eux ne pouvaient pas obtenir des dettes. C'est parce qu'ils n'étaient pas solvables, c'est parce qu'ils n'inspiraient pas confiance, c'est parce qu'ils étaient infréquentables. C'est parce que ils volaient l'argent comme ce que Guikahué et Bédié ont fait. Et après, quand les gens, vous allez prendre crédit avec eux et que vous les appelez des petits fonctionnaires, des petits commis, c'est ce que le régime de Bédié faisait. Et donc, si on prend le temps de bien expliquer tout ça aux Ivoiriens, de comprendre que Bédié, les Tidiane Thiam, à leur temps, quand ils prenaient crédit, ils se partageaient ça. Et puis maintenant, ceux chez qui ils sont allés prendre le crédit, là, le FMI par exemple, quand les gens leur disent, mais pourquoi vous n'avez pas mis l'argent là dans ce que vous avez dit? Ils disent, vous êtes des petits fonctionnaires, laissez-nous en paix. Laurent Gbagbo, lui, il était carrément infréquentable, de sorte que personne ne lui faisait confiance. Voilà la grande différence entre vous et Alassane Ouattara, qui est non seulement fréquentable, mais qui, lorsqu'il prend des dettes, on voit ce qu'il fait avec. Ça se voit avec les yeux à travers tout le pays. L'argent qui est pris, c'est pour réaliser le bonheur des Ivoiriens à travers tous les projets que vous voyez. Et non seulement ça, il fait attention à pouvoir bien gérer l'argent pour convaincre les Ivoiriens. Et c'est ce qui permet que le pays a effectué 7 interventions sur les marchés obligataires internationaux. En juillet 2023, une garantie partielle de crédit de la BAD de 400 millions d'euros a permis de mobiliser 533 millions d'euros de financement durable avec des conditions avantageuses. Et c'est ce qui a donc permis à la Côte d'Ivoire de lever des fonds sur les marchés internationaux. Et même mieux, en juillet 2023, la Banque africaine de développement, sur
les 533 millions d'euros que la Côte d'Ivoire cherchait, tellement la BAD même a confiance, la BAD à elle seule a donné 400 millions d'euros. Parce que non seulement le programme du gouvernement ivoirien était efficace, mais en plus de cela, la confiance, le capital confiance en ces autorités-là, il n'y a pas de doute. Et ces sommes ont été acquises à des conditions avantageuses pour la Côte d'Ivoire. Parce que plus on te fait confiance, plus le taux d'intérêt est moins. Des perspectives favorables sous condition. Cependant, comme je l'ai toujours dit, quelle que soit l'efficacité d'un système, il y a toujours des limites. Maintenant, la BAD nous rappelle les limites du modèle ivoirien. La notation financière du pays s'améliore. L'agence Moody's a rehaussé le 1er mars 2024 la note de crédit de la Côte d'Ivoire de Ba3 perspective positive à perspective stable, soit la deuxième meilleure notation en Afrique subsaharienne, indique le rapport. Et donc, quand on parle des agents de notation, quand on te donne un crédit, il y a 3 agences. Il y a Fitch and Rating, il y a Moody's, et puis il y a une autre que j'oublie pour l'instant. Quand ça me reviendra, je vous donnerai ce nom-là. Et donc, on prend l'exemple, par exemple, de Moody's, qui montre clairement combien de fois, quand aujourd'hui le gouvernement du président Ouattara prend de l'argent, ce qu'ils disent, ils font, mais souvent même ils font mieux que ce qu'ils disent. C'est ce qui a fait que l'agence de notation qui s'appelle Moody's, le 1er mars 2024, eux-mêmes là, ils ont dit non, vous étiez dans une perspective positive, mais maintenant, vous êtes au-delà de ce qui est positif, vous êtes à BA2, ça veut dire perspective stable. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est la deuxième économie au sud du Sahara en Afrique qui a pu bénéficier d'une telle belle notation. La BAD recommande de poursuivre les réformes pour renforcer les capacités de gestion de la dette. Le rapport préconise d'accroître les recettes internes et de réduire les flux financiers illicites et l'évasion fiscale pour maintenir la visibilité et la viabilité de la dette à long terme. Et donc, qu'est-ce que la banque demande? La BAD, demande. La BAD dit, Côte d'Ivoire, et c'est la même chose que le FMI aussi a dit, il faut que vous augmentez les impôts. Mais le président Ouattara, il a dit, j'ai compris. Mais quand on regarde la manière qu'il travaille sur le terrain, il a dit aussi, je ne vais pas augmenter les souffrances des Ivoiriens. Et donc, il a trouvé une solution alternative qu'il applique et qui marche bien. Quand bien même que ils ont incité. Parce que pour moi, ce n'est pas la dette, ce n'est pas les recettes qui ne sont pas payées, mais c'est parce que tous les secteurs ne sont pas inclus. C'est beaucoup important. Par exemple, il y a la majorité des Ivoiriens qui est dans l'informel. Ces personnes ne payent pas d'impôts. Je veux par exemple la vendeuse de bagarres de Placali ne paye pas d'impôts. Comment trouver les stratégies pour convaincre cette dame-là qu'elle doit pouvoir payer des impôts? Sinon, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur l'habitat, en grande partie sont perçus. Mais là où l'impôt n'est pas perçu, c'est surtout dans le tertiaire, qu'on appellera ici les petits métiers. Et puis aussi, les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire, les Burkinabés et les Maliens, qui sont carrément dans l'informel, mais qui sont même dans du banditisme économique, qui ne payent pas du tout d'impôts. Ça, tout ça là, c'est ça qui donne l'impression que nous avons des recettes internes qui ne sont pas assez. C'est parce qu'on ne touche pas toutes les cibles. Et donc pour moi, je suis d'accord avec la politique du président Ouattara. Plutôt que d'augmenter, il faut chercher à exploiter des nouveaux horizons. Ceux qui ne payent pas, c'est là-bas qu'il faut aller. Ah non, moi je suis vendeur de bétail.
On va mettre taxe sur vous. Surtout même les étrangers là. Là, comme ça, là, vous n'allez plus pouvoir cotiser bêtement de l'argent pour donner ça aux fixeurs. Mais encore une deuxième solution, réduire les flux financiers illicites et l'évasion fiscale. Ici, il y a deux problèmes. Ils ont aussi repris les mêmes choses que le GAFI disait. On dit l'argent sale là, il faut faire attention à ça. Et puis l'évasion fiscale. Il y a des gens, eux, ils ne veulent pas payer impôts. Et ici, là, ça concerne les Libanais. Quand on parle de flux financiers illicites, tout le monde sait, c'est l'argent sale. Ils disent, il faut que la Côte d'Ivoire réduise ça dans son économie. Et puis l'évasion fiscale. Qui est amateur de l'évasion fiscale? Ce sont les Libanais. Moi, j'aborde des sujets sans faux fuyant. Parce que c'est qui est, il faut le dire. Hein? Ceux qui disent participer à l'économie de la Côte d'Ivoire, mais en même temps qu'ils font l'évasion fiscale à travers la Chambre de commerce et d'industrie du Liban, ce sont les Libanais. Et les flux financiers illicites, ils sont là-dedans. Ceux qui font du blanchiment d'argent du terrorisme, ceux qui sont incrustés dans leur paillage clandestin et ceux qui font du blanchiment de l'argent de la drogue et de toute autre forme d'activité illégale. Oui, le troisième, c'était Standard & Poor's. Effectivement, on a Moody's, Fitch et Standard & Poor's. Ce sont les trois agences de notation. Merci beaucoup, le général. Et donc, voilà les trois solutions qu'ils ont données. Et donc, ça là, le rapport là, c'est sorti hier nuit. Et sachez que les autorités ivoiriennes tiennent compte de tout ça. Et donc, tout ce qu'on va attraper dans des mouvements financiers illicites, vous allez souffrir et vous allez mal lire l'heure. La découverte d'importants gisements pétroliers et gaziers offre des perspectives de croissance qui pourraient soutenir la capacité de remboursement du pays. Ils vont, pour terminer, nous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en bonne santé financièrement. Même s'il arrivait qu'il y a un grand malheur qui arrive à la Côte d'Ivoire, les gens ont toujours confiance en la Côte d'Ivoire pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, avec les gisements de pétrole qu'on a découverts comme Baleine, par exemple, avec aussi les gisements de gaz qu'on a pu découvrir tout récemment, le pays, même si on dit aujourd'hui il y a plus 5 francs en Côte d'Ivoire, les gisements gaziers et pétroliers, à eux seuls peuvent rembourser toutes les dettes de la Côte d'Ivoire. Le potentiel du gisement Baleine est estimé à 2,500 milliards de barils de pétrole et 3300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Et donc, pour nous autres, on ne peut pas comprendre de quoi il est question, mais c'est plus que énorme. Et ne serait-ce qu'à ce qu'on vient de vous dire là, la Côte d'Ivoire peut payer toutes ses dettes. Avec le gisement Baleine seul, tout crédit que la Côte d'Ivoire a là, on peut payer ça. En français simple, ça veut dire aujourd'hui là, on dit Côte d'Ivoire là, on n'a plus l'argent. On dit quelle est votre dette? Notre dette c'est 57% du PIB. Donc, les 43% que vous avez là, de votre PIB là, vous gardez ça. Maintenant, les 57% là, de dette là, le gisement Baleine lui seul là, il produit 2,5 milliards de barils de pétrole et 3300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel. Avec ça là, seulement là, on paye toutes les dettes de notre pays. Bon, ça là, c'est ça qui fait que les Gbagbo, les Tidjam-Tiam veulent venir au pouvoir là. C'est ça là, les gisements, avec les découvertes en or, en gaz là. C'est ça qui les attire au pouvoir. Ils veulent venir mettre bras sur l'argent de tout ça et puis faire disparaître. C'est ça leur projet. Et Tidjam-Tiam, lui dans son cas, lui veut venir prendre ça pour payer tous ces crédits que vous connaissez. Et les Gbagbo et autres, eux veulent venir s'amuser même dans l'argent là. Et puis dire aux Ivoiriens, non, il n'y a rien. Mais vous êtes trompés. On va faire le travail pour les Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent bénéficier. Et donc l'article a été tiré de yeclo.com pour ceux qui voudraient vérifier.
Moi, je pense que la stratégie du président Ouattara, elle est la bonne. Parce que y a un adage qui dit, trop d'impôts tue l'impôt. Vous voyez, je pense que nos pauvres mamans qui sont dans le secteur informel payent d'une manière ou d'une autre les impôts. La pauvre maman qui fait ses galettes, qui fait son yomi, qui fait ses beignets ou un sabouillis, que les parents aiment voir le matin avant d'aller à leurs différents services. Mais lorsque elle paye les impôts parce qu'elle va acheter tout ce qui est ingrédient pour faire ces galettes-là, la farine qu'elle paye là, et quand elle paye la farine, il y a la taxe là-dessus, la TVA qui est dessus. Parce que quand les grands distributeurs payent les impôts, ils répercutent ça sur le prix des marchandises. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a quand même encore jusqu'à présent beaucoup de couches sociales en Côte d'Ivoire qui sont dans l'informel ou qui ne sont pas, qui ne travaillent pas ou qui n'attendent pas et qui ne sont pas inscrits à la CNPS. Mais ces personnes-là qui se débrouillent au quotidien, faut pas non plus. Et puis cet argent-là, vraiment, je pense que c'est cet argent-là qui alimente aussi le PIB, le produit intérieur brut. Donc, il faut pas non plus trop taxer ces pauvres personnes-là qui finalement seront pauvres. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France, là où on est aujourd'hui, où les gens, ils en ont marre de payer les impôts parce que dès qu'ils essaient de mettre en place une petite structure, une petite PME, une petite PMI, mais ils sont simplement taxés à un point que, au bout de 2 ou 3 ans d'activité, ils arrêtent tout. Et ils préfèrent se mettre au chômage ou toucher un peu le chômage et puis travailler, faire le travail dissimulé. Vous voyez, donc, trop d'impôts tue l'impôt et ce n'est pas favorable pour alimenter le produit intérieur brut. Effectivement, dans mon analyse, j'avais dit qu'il fallait taxer ceux qui sont dans l'informel. Mais tu as soulevé un point qui est très juste. C'est vrai qu'ils sont dans l'informel, mais déjà à travers la TVA, effectivement, les gens payent déjà les impôts. Et ça serait les surtaxer. Et donc, effectivement, j'ai vu les limites de ce que j'avais effectué comme analyse, mais c'est très bien que tu aies exploité ça, parce que maintenant, ça pose la problématique, comment faire pour que ceux qui sont dans l'illégalité, on puisse les remettre dans le carnaval pour qu'ils paient les taxes. Et ça, c'est très bien. Sinon, effectivement, quand les gens payent déjà la TVA à la pauvre vendeuse de Baka, si tu dois encore les imposer encore, c'est pas évident. Et donc, c'est à ceux qui sont formés véritablement dans ce métier-là de trouver les mécanismes pour pouvoir... Et c'est ça la classe éclaireur pro vérité. Comment faire pousser les limites de la pensée. Et vraiment, merci beaucoup. Juste pour dire, si tu me permets, Il n'y a en pas fait, de problème. il suffit juste que les maires, les communautés ou les mairies prennent un peu leur travail au sérieux et arrêtent de se laisser corrompre en faisant un recensement de tous les vendeurs de leur secteur. Il suffit juste de faire ça. Ils arrivent à répertorier les différentes personnes qui font le commerce, qui sont dans l'informel, dans leur secteur. On divise les communes sont divisées par quartier. Il faut le recensement et ces personnes-là, ils seront numérotées. On saura à quelle place telle personne se trouve et le problème sera réglé. Mais ils vont chercher juste de l'argent avec les pauvres commerçants qu'ils mettent dans leur poche ou bien qui partent sur des chemins détournés. Voilà la réalité des choses. Voilà ce que j'aimerais rajouter là-dessus. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné la parole et je salue tous les EPV. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment à vous-même et on va vous souhaiter une excellente soirée ainsi qu'à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il y a le père Koulibaly qui rebondit sur la question de la taxation. Il apporte aussi un point qui est très valide. Il dit 80% du secteur informel, c'est ce qui représente nos activités. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, là, 80% des personnes sont dans l'informel. Mais que ce soit le particulier, c'est-à-dire moi et vous, chacun de nous paye déjà la TVA. Ça, c'est vrai. Et donc, au-delà de la TVA, est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite taxe de 100 francs, 200 francs, mais 500 francs? Je suis encore d'accord avec cette possibilité. Si le gouvernement veut faire des levées de fonds pour aller vite, peut-être même, on peut estimer 500 francs par an. Imaginez 80% du secteur de ce secteur-là. Si on arrive à dire à chacun, ton business, tu le fais, mais tu vas payer 500 francs par an. Si on arrive à exploiter ce domaine qui ne va pas faire mal aux populations, ça pourra aussi augmenter aussi le prélèvement des impôts, ce qui pourrait aussi aider le gouvernement dans ses activités. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelque chose d'exagéré. Ça veut dire 500 francs par an ou bien 100 francs par mois.
je trouve que c'est bon. 100 francs par mois, ça va faire 1200 par an. Donc, on peut demander 1000 francs par an. C'est tout. C'est aussi une solution qu'il faut exploiter. Il y a Abdul qui nous dit 2500. Ça, c'est beaucoup. 2500 par mois. Abdul, ça là, c'est trop. C'est trop. Parce que la question fondamentale qui se pose, c'est comment trouver une nouvelle source pour pouvoir financer, pour pouvoir aussi répondre aux besoins de nos partenaires. Mais 2500 par mois, ça c'est beaucoup. Ça ne pourra pas marcher. Il y a Yann qui dit, mais il faudrait que l'argent arrive. Mais l'argent arrivera. Parce que comme quelqu'un l'avait dit, si on arrive à travers les mairies à répertorier, c'est toi-même Yann qui l'avait dit, à répertorier les gens comme il faut, tout naturellement, on trouvera les possibilités de pouvoir les inscrire.